Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MK Philo, chaîne consacrée à la philosophie et à la métaphysique, ainsi que tout ce qui est lié à la religion et à Dieu d'un point de vue rationnel. Je vais entamer avec cette vidéo une définition de ma démarche pour chercher la vérité, démarche que nous utiliserons sur tous les sujets que nous allons traiter par la suite, sur les prochaines vidéos, sur cette chaîne. Le but étant d'analyser les questions liées à Dieu de manière rationnelle et intelligente. Je sais que beaucoup de personnes considèrent que sur ces questions-là, il est impossible de réfléchir, que la religion ou la croyance en Dieu n'est qu'une question de foi et non de raison. Je vais néanmoins tenter de démontrer qu'il est possible d'avoir une démarche rationnelle vis-à-vis de ces questions-là, à condition d'avoir les bons outils et d'être conscient des erreurs à ne pas commettre. Et que surtout, je vais aussi tenter de démontrer l'intérêt à la fois pour les personnes qui sont croyantes de se poser ces questions-là, et à la fois pour les personnes non croyantes de se poser ces questions-là. Alors commençons par définir la philosophie, le thème principal de la chaîne. La philosophie vient du grec ancien, composé de philin qui signifie aimer, et de sophia qui signifie la sagesse, ou le savoir. Et ça signifie littéralement l'amour de la sagesse. C'est une démarche d'étude de la réalité qui s'appuie uniquement sur la raison, sur la logique. Les croyances doivent être justifiées sur base d'arguments rationnels. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se baser sur des mythes ou sur une croyance populaire comme chez beaucoup de personnes? Exactement. On ne va pas se baser sur ce qu'on appelle des dogmes par exemple. Le dogme, c'est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable et intangible, formulée par une autorité politique, scientifique ou religieuse. Je souhaite vraiment m'attarder sur cette question-là parce que là, nous allons essayer d'identifier les erreurs justement à ne pas commettre dans la démarche de réflexion. Alors, une des caractéristiques du dogme est l'argument d'autorité. Alors, c'est un raisonnement qui s'appuie sur l'opinion ou l'autorité d'une personne, comme celle d'Einstein en physique ou celle d'Aristote en philosophie. Elle consiste à considérer la parole d'une personne considérée comme fiable et incontestable avec comme justification le fait que la personne soit experte ou qu'elle soit reconnue comme telle. Par exemple, lors d'un débat scientifique, une personne qui dirait « Einstein l'a dit » utilise un argument d'autorité, puisque la valeur de vérité de son affirmation n'est pas ce qu'Einstein a dit, mais le fait que ce soit Einstein qui l'ait dit. Autrement dit, c'est la parole d'Einstein qui est l'argument en soi. Un tel procédé ne met pas en avant un argument, mais une personne. La personne ou l'autorité invoquée devient un argument en soi incontestable. Ah ouais, mais c'est comme si je disais, si je disais que la Terre est plate parce que le grand scientifique Jean Pequenot l'a dit, c'est ça en fait un argument d'autorité par exemple. Exactement, ça c'est un exemple d'argument d'autorité. Et effectivement, c'est une des erreurs à ne pas commettre. Autrement dit, dans l'argument d'autorité, puisqu'une personne est reconnue comme experte, sa parole fait autorité et sa parole devient un argument en soi. On peut même aller plus loin. À partir de cet argument d'autorité, l'identifier comme appartenant à une famille plus large qu'on appelle un sophisme génétique. Il appartient à la famille de ce qu'on appelle le sophisme génétique. Le sophisme génétique, ça consiste à accorder du crédit à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu. Par exemple, si un SDF ou un fou entre dans cette pièce en ce moment même et dit qu'il est 20h, on ne peut pas réfuter qu'il est 20h en disant que c'est parce que c'est un fou qui l'a dit, donc c'est faux. Même si c'est une prédisposition psychologique qui pousse le fou à dire qu'il est 20h, cela ne veut pas dire que c'est faux. Pour savoir s'il est 20h ou pas, il faut simplement vérifier sur sa montre si effectivement il est 20h ou pas. En général, le sophisme génétique consiste à juger un énoncé ou un argument en fonction de la personne qui s'exprime plutôt que de la structure de ces arguments. Une telle démarche n'est pas cohérente. On ne peut pas voir les motivations d'une personne, les prédispositions psychologiques ou même l'expertise d'une personne comme un critère de vérité de ce qu'elle dit. Ah ouais, je vois le délire. C'est comme si il me suffisait de dire à une personne « tu es trop bête » ou « tu es trop jeune », donc tes arguments sont invalides, et ainsi je n'ai pas à répondre à tes arguments. C'est vraiment une technique facile quand on n'a pas d'argument. En fait, à chaque fois que l'on a une personne qui nous annonce quelque chose,
on ne peut pas juger la vérité de son propos sur, par exemple, base d'un problème psychologique qu'elle aurait, comme on l'a dit tout à l'heure, ou de soi-disant de mauvaises intentions supposées en elle, ou encore sur base de son niveau d'intelligence ou d'expertise. D'ailleurs, connaître tous ces éléments-là sur la personne ne peut pas aider à répondre à la question de la véracité de son propos. C'est souvent un moyen facile de ne pas faire le travail d'analyse d'ailleurs, et de ne pas répondre aux arguments apportés par autrui lors d'une discussion. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce qu'un grand expert a dit quelque chose que c'est forcément vrai. Ce n'est pas non plus parce qu'un malade mental a dit quelque chose que c'est forcément faux. Il ne se peut pas que la vérité d'un énoncé dépende de l'auteur de l'énoncé. Un énoncé est vrai puisqu'il correspond simplement à la réalité. Donc si quelqu'un vient m'affirmer quelque chose par exemple, même si ça me paraît étonnant ce qu'il m'affirme, je ne vais pas d'abord regarder le fait qu'il soit athée ou croyant, expert ou pas, ni son âge, ni ses origines, ni quoi que ce soit qui identifierait la personne. Mais je vais regarder uniquement la structure de ses arguments. L'attitude la plus rationnelle est de chercher à répondre aux arguments, peu importe de qui ils viennent. Il faut donc se concentrer sur l'analyse de la structure argumentative et uniquement sur les arguments. Oui, mais une démarche rationnelle pour comprendre le réel, c'est déjà ce que font les sciences empiriques. Pas besoin de faire de la philosophie pour ça. Ah non, 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 non. Le raisonnement scientifique est différent du raisonnement philosophique. La science est fondée sur ce que l'on appelle l'induction. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'induction, c'est le fait de cumuler une série de cas particuliers afin d'en tirer une loi générale. Le problème avec cette méthode, c'est que rien ne prouve qu'un jour, un cas particulier ne viendra pas infirmer une loi générale. Par exemple, si je n'ai rencontré que des corbeaux noirs et que j'en conclus la loi « tous les corbeaux sont noirs », bah le problème c'est que si un jour je rencontre un corbeau blanc, cette loi ne marche plus. Et juste avec l'induction, on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas de corbeau blanc. Or l'induction justement va me pousser à établir une loi en fonction du fait que je n'ai vu que des corbeaux noirs. Donc en fait, avec l'induction, si je ne rencontre jamais de corbeau blanc, je ne peux néanmoins pas, en tout cas il n'est pas rationnel, d'affirmer qu'il n'y a pas de corbeau blanc. Autrement dit, dans l'induction, on ne peut affirmer aucune loi, mais que des récurrences. On ne peut pas affirmer « il n'y a que des corbeaux noirs », même si on n'a vu que des corbeaux noirs. En revanche, ce que l'on peut affirmer, c'est « nous n'avons vu que des corbeaux noirs », ce qui n'est pas une loi. Une loi n'admet aucune exception. Mais c'est juste un état d'observation ou de connaissance de l'humain sur le réel. C'est tout ce que l'induction peut apporter. Donc pour affirmer une loi, par exemple, qu'il n'y a que des corbeaux noirs, il faudrait avoir accès à toutes les réalités. Il faudrait que le champ d'observation soit total sur le réel. Et même pour certaines lois, il faudrait même avoir accès à des réalités invisibles et inaccessibles pour vérifier justement que la loi que nous avons annoncée s'y applique. Or, effectivement, le problème, c'est que notre champ d'observation est limité. Donc nous n'avons pas accès à toute la réalité possible pour vérifier que la loi « tous les corbeaux sont noirs » s'applique partout. Ah, c'est vrai que c'est loin d'être le cas, on est très loin d'avoir accès à toutes les réalités existantes, ça c'est vrai. Et oui, mais effectivement l'induction, qui est la méthode scientifique, ne produit donc pas des vérités absolues, mais des vérités seulement probabilistes. Autrement dit, la science ne s'occupe pas de ce qui est évidemment vrai. Elle ne peut prouver qu'une loi est vraie, elle s'occupe plutôt seulement de ce qui est évidemment faux, parce que réfuté par l'expérience, et elle s'occupe de ce qui est vraisemblable. C'est comme si on disait qu'on a une certitude de peut-être 80% ou 90%. Mais il y a toujours une marge d'incertitude de 10%. Le vrai est sûr, certain, mais le vraisemblable est incertain. C'est-à-dire que l'on affirme quelque chose comme étant vrai en raison des expériences effectuées et des observations accumulées, mais tout en gardant une marge d'incertitude. Parce que demain, rien ne prouve que demain, on va faire une découverte qui va réfuter ce qu'on croyait vrai aujourd'hui. Autrement dit, on admet une vérité jusqu'à preuve du contraire. C'est la démarche scientifique. Oui, bon, d'accord, la science ne peut prouver de manière certaine la vérité de quelque chose. Elle ne peut que réfuter. Mais à part ça, elle est très utile dans beaucoup de choses. Elle apporte des réponses concrètes, même si elles sont non définitives, alors que la philosophie, elle, qu'est-ce qu'elle fait de mieux que la science? Quelle réponse la philosophie nous apporte-t-elle de plus que la science? Eh bien, il y a des questions qui sont mieux traitées en philosophie et sur lesquelles la science n'a que très peu de prise, voire pas du tout. Les questions des valeurs ou de la morale, par exemple. La science empirique ne peut répondre à ces questions. Mais aussi et surtout, il y a les questions métaphysiques.
Le monde existe-t-il? Pourquoi le monde existe? Quel est le sens de la vie? Ou encore même l'existence de Dieu en religion? Là encore, la science ne peut répondre. Il faut donc admettre que pour ces questions-là, la science n'a que très peu de prise. C'est la philosophie qui peut répondre à ces questions-là. Nous allons approfondir la distinction entre science et philosophie, entre la démarche scientifique et la démarche philosophique dans la prochaine vidéo. Et je tenterai d'expliquer pourquoi, moi personnellement, dans ma démarche, je priorise la démarche basée sur la raison plutôt que sur la science. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître quelle est votre démarche de recherche, si elle est différente de la mienne, éventuellement. Et si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.